Alors, le monde balkanique, moi, j'ai découvert tardivement dans ma carrière militaire, puisque j'ai quitté l'armée il y a 20 ans déjà, donc ça commence à compter. Et j'avais fait 26 années dans l'armée française, qui se sont terminées les dernières années par un passage au commandement des opérations spéciales. Et c'est dans ce contexte-là que j'ai découvert les Balkans, en fait. Mon premier déplacement dans les Balkans, c'est à Sarajevo, quelques années auparavant, pour une mission courte, qui m'avait tout de même marqué parce que j'étais logé à Tito Barracks, sur un lit de camp, et que j'ai été réveillé à 5h du matin par le muezzin, l'appel à la prière de la mosquée voisine, sous une neige drue qui tombait. On était en décembre ou janvier. Et ça m'avait frappé parce que c'était mon premier contact avec les Balkans. Et pour moi, si vous voulez, les mosquées et l'appel muezzin, c'était plutôt des contrées plus ensoleillées, du moins à cette période de l'année. Voilà. Et donc, mon vrai contact avec les Balkans, c'est 98-99, quand se déclenche la crise du Kosovo, à la fin de l'été 98, et que les états-majors se mettent à planifier en se disant on va intervenir au Kosovo, et bien sûr c'est sous l'égide de l'OTAN. Et à l'époque, moi je suis au commandement des opérations spéciales et je suis désigné pour suivre ce dossier. Alors ce qui se passe au commandement des opérations spéciales quand vous êtes chargé d'un dossier à l'extérieur, qui prend corps, qui devient une intervention imminente, ben vous êtes non seulement responsable du dossier et de la planification, mais vous êtes chargé de commander les éléments qui sont ensuite projetés sur le terrain. Et c'est ce qui va donc m'arriver à partir de janvier 99. Je suis effectivement, après un parcours que je raconte dans mon livre, après un parcours par la Grande-Bretagne et la Grèce, je suis projeté dans ce contexte très particulier. Et là encore, en plein hiver, avec la neige qui tombe de partout, le gel, le froid, toutes choses auxquelles je n'étais pas quand même bien habitué, et qui me fait découvrir la Macédoine d'abord, puisque le dispositif de l'OTAN à ce moment-là est déployé dans ce qu'on appelle aujourd'hui la Macédoine du Nord, ex-république, partie de la République fédérale de Yougoslavie, et on est déployé entre Skopje et Kumanovo, qui sont les villes principales au nord de cet État, à quelques encablures du Kosovo, de la Serbie, des frontières de la Serbie, et de sa province, donc du Kosovo. Voilà, c'est ça ma prise de contact avec la région. Ce sont ces mois qui précèdent en fait et qui accompagnent en fait les négociations de Rambouillet en février-mars 99, où les États-Unis d'Amérique, l'OTAN, l'Union européenne et les puissances principales de l'Union européenne qui suivent le mouvement essayent d'imposer à la Serbie, à la République fédérale de Yougoslavie à l'époque, essayent d'imposer des accords de paix qui sont tout simplement inacceptables pour elle. C'est pas moi qui le dis, mais tout simplement même des Allemands à l'époque qui disent mais on ne peut pas imposer ça aux Yougoslaves, c'est une violation de souveraineté et d'indépendance qui est terrible. Mais, et moi je pense que ces négociations de Rambouillet sont des fausses négociations, c'est-à-dire qu'elles avaient pour objet d'échouer et de légitimer l'agression qui va suivre à partir du 24 mars 1999, qui sont les bombardements pendant 78 jours de la République fédérale de Yougoslavie, donc Serbie et bien sûr sa province du Kosovo. Bon, alors Hashim Thaçi, c'est un personnage qui émerge à partir du milieu des années 90. C'est donc un Albanais du Kosovo, de nationalité serbe à l'époque, qui est issu d'un clan, il faut appeler les choses par leur nom, mafieux, de la Drenica. La Drenica, c'est cette partie
du Kosovo, plus exactement de la Metochi, qui est donc la partie occidentale du Kosovo, qui est le pendant du Kosovo proprement dit. Metochi, Kosovo. Metochi, c'est la partie qui appartient à l'église, en fait. C'est les terres d'église. C'est la partie où on trouve beaucoup de monastères, mais aussi les clans mafieux albanophones du Kosovo, dont celui de Taci, il y en a eu d'autres, les frères Jachari en particulier. Et c'est là dans la Drenica, que prend naissance l'UCK, entre guillemets l'armée de libération du Kosovo, qui est considérée par les Américains jusqu'en 1996, si je ne dis pas de bêtises, comme organisation terroriste. Elle figure sur la liste des organisations terroristes. Et subitement, elle est blanchie. Elle passe du côté des alliés américains. Et donc, c'est à partir de ce moment-là qu'Hashim Taci va émerger comme chef de l'UCK, comme chef politique et militaire de l'UCK, responsable donc des attaques, des attentats contre l'armée, la police, l'administration serbe au Kosovo, et bien sûr contre les civils serbes, mais pas que serbes, il faut le rappeler, il faut citer les minorités roms, tziganes, la minorité Gorani, qui sont des Serbes convertis à l'islam, qui sont eux aussi victimes des exactions de l'UCK dès la naissance de l'UCK, comme je dirais comme guérilla indépendantiste et surtout mafieuse. Et c'est l'émergence de Taci qui va être choisi par l'administration américaine, l'administration Clinton, par Madeleine Albright en particulier, qui est secrétaire d'État aux affaires étrangères à ce moment-là, et qui le choisit pour représenter de manière inattendue le Kosovo, la province, enfin les Albanais du Kosovo, aux négociations de Rambouillet dont je viens de parler. C'est ce qui va lui permettre d'acquérir ses lettres de noblesse, entre guillemets, et de s'imposer comme incontournable à partir du moment où, suite à l'intervention américaine et otanienne au Kosovo, à laquelle la France a hélas participé, il va devenir un personnage incontournable. Il sera Premier ministre du Kosovo, entre guillemets, à partir du moment... c'est lui qui va déclarer l'indépendance du Kosovo en 2008, à cette place de Premier ministre. Et puis, depuis 2016, il est président, entre guillemets, de cette République que je qualifie de fantoche, puisqu'elle n'est reconnue ni par l'ONU, ni par un certain nombre de grandes puissances au monde, dont des puissances européennes comme la Grèce, comme l'Espagne et d'autres. Et cette notoriété lui permet en fait de masquer ses activités mafieuses. Donc, en particulier, puisque c'est le parrain du Kosovo, c'est le parrain des clans mafieux du Kosovo, c'est l'homme qui a mis en place, et c'est la raison pour laquelle il est inculpé aujourd'hui, en particulier ce trafic d'organes abominable qui va avoir lieu à la Maison Jaune en Albanie, donc qui consiste en fait à enlever des personnes, plutôt jeunes en général, des Serbes, et les transférer en Albanie pour les opérer. On commence par un rein, et puis ensuite on passe à d'autres, on les laisse récupérer entre guillemets, et puis on passe à d'autres organes, le cœur, et j'en passe. Et c'est ce trafic d'organes qui est découvert mis en lumière par le Suisse Dick Marty, qui le fera reconnaître comme tel par un rapport qui a laissé des traces en 2011 au Conseil de l'Europe. Voilà, alors c'est un élément constitutif, ce n'est pas le seul des chefs d'inculpation d'Hashim Taci aujourd'hui, qui est en même temps donc à la fois le parrain, donc l'homme du business, qu'il fait d'ailleurs de manière lucrative avec la même Madeleine Albright, qui est impliquée aujourd'hui dans du business au Kosovo, ainsi que le général Wesley Clark, l'ancien commandant en chef de l'OTAN en Europe, qui était le grand patron des opérations au moment de la guerre du Kosovo en 1999, qui lui aussi fait de juteuses affaires. Hein. On reste entre amis et on se soutient, y compris au plan économique et commercial. Voilà.
Donc c'est cet homme qui, alors qu'il devait se rendre à un énième sommet, mais cette fois-ci sous l'égide des Américains, le 27 juin à Washington, qui a fait demi-tour, parce qu'entre-temps, il a appris son inculpation par ce tribunal, qui a été créé il y a plusieurs années maintenant, qui est un tribunal de droit kosovar, c'est ça qui est assez amusant, qui a été créé pour traiter des crimes de guerre et des atrocités commises au Kosovo pour la période de 99-2000, et qu'il a inculpé. Alors, tout à fait entre nous, moi je savais, puisque j'avais été sollicité pour éventuellement témoigner, que ce tribunal enquêtait. J'avais d'ailleurs dit que j'étais prêt à témoigner, bien sûr, surtout que déjà c'était à l'époque, quand j'ai été contacté il y a à peu près 4 ans, on m'a dit les dossiers sont bouclés, mais on manque de témoins parce que les témoins disparaissent. Ils ont des accidents domestiques, ils s'électrocutent dans leur baignoire, ils sont renversés par le bus dans la rue, ils s'étranglent avec leur yaourt, etc., etc. Donc il y a des accidents bêtes, voilà. Il y a des problèmes avec les témoins. Et moi j'avais dit, bien sûr, je suis à disposition. Finalement, ça n'a pas été nécessaire, mais je l'aurais fait évidemment s'il avait fallu. Et ce que j'ai compris à l'époque du magistrat rencontré, c'est que les dossiers étaient bouclés. Il m'a dit j'ai absolument tout nous avons absolument tout pour les envoyer à l'ombre pour le restant de leur jour. Voilà. Et j'ai été surpris de voir qu'il n'y avait plus rien, si vous voulez, depuis 4 ans, parce que je pensais que c'était imminent. Moi, j'avais compris que c'était dans l'année ou les 2 ans maximum qui suivaient que tout ça ressortirait. Et en fait, ça ne ressort que maintenant. Alors pourquoi ? On peut se poser la question. C'est un vrai sujet. C'est vrai qu'on peut se poser un certain nombre de questions. Pourquoi est-ce que cette inculpation sort de cette manière-là, tout d'un coup, comme un espèce de coup de théâtre, en plus au moment où Hashim Thaçi prend l'avion pour Washington? Alors, il y a plusieurs explications possibles, hein. Je ne dis pas que j'ai la clé, mais la première explication, c'est que l'Europe soit un peu agacée par cette initiative américaine de faire dérouler des pourparlers entre Thaçi et le président Vučić, le président serbe, à propos de l'avenir du Kosovo, de cette province en déshérence. Qu'avait Trump dans la tête en convoquant, si je puis dire, à Washington, Vučić et Thaçi en même temps, pour les faire parler de l'avenir de ce Kosovo? Accord économique, on a parlé d'échange de territoire, ce qui serait aberrant, hein. Ce serait l'ouverture d'une boîte de Pandore. Je ne peux pas penser que quelqu'un de sérieux imagine vraiment la possibilité d'échanger des territoires entre la République de Serbie et sa province du Sud, qui lui appartient d'ailleurs de fait et de droit. Mais pourquoi faire et dans quel contexte? Alors, je pense que Trump était content de faire un peu la nique aux Européens. Est-ce que les Européens ont réagi en se disant c'est à nous tout ça, et on pétarde en quelque sorte le voyage de Thaçi en l'inculpant? Je crois que c'est pas suffisant comme explication. Puis ça supposerait que l'Europe est capable encore de réactions musclées. Je ne crois pas trop, hélas. Mais je pense que c'est plutôt l'attitude de Thaçi lui-même, semble-t-il, de ce qu'on sait, ce qui a pu être entendu et dit ici ou là. Thaçi est arrogant, il a la suffisance des gens qui se croient arrivés, protégés, et donc je pense que ça a un petit peu probablement agacé un certain nombre de magistrats qui travaillent dans ce il y a des Français, hein, et qui ont encore une fois tous les éléments pour l'inculper et qui connaissent l'ampleur des horreurs qui sont celles qu'il a pu commettre et faire commettre au Kosovo par son organisation terroriste. Voilà. Alors moi je pense qu'il y a un mélange de tout ça, il y a peut-être aussi des règlements de compte locaux. Tout le monde n'aime pas Thaçi au Kosovo, les Albanais eux-mêmes qui ont pu souffrir beaucoup de l'UÇK et de Thaçi lui-même. Il y a aussi des rivalités internes à l'UÇK. Il est de notoriété publique, il n'a jamais été
vraiment l'ami de Ramush Haradinaj, autre criminel de guerre affairé qui a échappé plus ou moins jusqu'à présent. Voilà, toujours est-il qu'il s'est retrouvé dans une posture inconfortable dans laquelle il est aujourd'hui. Alors, on ne sait pas trop ce qui s'est passé depuis lundi de la semaine dernière, où il était convoqué et où il s'est rendu de lui-même au tribunal à La Haye. Le tribunal a été installé à La Haye pour des raisons d'indépendance et de sécurité vis-à-vis du milieu kosovar, bien sûr. Mais je pense... Alors c'est intéressant parce que suivez Taci sur les réseaux sociaux, par exemple sur Twitter, il communique beaucoup. Et, il va voir le président Macron en mars 2018. Tout de suite, il sort la photo, les commentaires, etc. Alors que je ne suis pas sûr que le président Macron ait été ravi de cette publicité. L'Élysée ayant tenu cette rencontre plus ou moins secrète puisqu'elle n'était évoquée nulle part. Bon. Je pense qu'il fait la même chose quand il va voir le pape à Rome, il y a quelques années également, et où il reçoit un accueil chaleureux du pape François. Et voilà, c'est un homme de médias, réseaux sociaux très... Et là, rien. Depuis, il ne se passe rien. Regardez son compte Twitter, il ne parle pas du tout de ce qui s'est dit à La Haye. Et y est-il toujours? Est-il rentré à Pristina? Je ne sais pas. Et donc c'est intéressant parce que je pense qu'il y a une partie qui est en train de se jouer derrière le rideau. Voilà. Mais pour moi, je l'ai pris et je veux le prendre jusqu'à preuve du contraire comme la manifestation de quelqu'un qui a dépassé la ligne rouge et qui maintenant agace même ses anciens protecteurs. Voilà. Alors peut-être pas Madeleine Albright et Wesley Clark, qui sont des démocrates avérés et des fans de l'équipe Clinton et donc de Joe Biden. Mais peut-être que Trump lui-même s'est agacé. Peut-être que les Européens se sont agacés de cette arrogance, de cette manière de flirter avec le crime en permanence. Et voilà, je ne sais pas. Ils se connaissent bien depuis longtemps, mais Arnaud Danjean était à l'époque appartenait à la Direction Générale de la Sûreté Extérieure, la DGSE, et il était le traitant d'Hashim Tachi depuis plusieurs années. Donc leur relation remonte, à mon avis, à 96 ou 97. Je ne suis pas dans le secret j'ai pas suivi ça évidemment de près, mais leur relation est ancienne. Avec Kouchner, c'est un peu plus tard, c'est quand Kouchner hérite de la fonction de chef de la MINUC, la mission des Nations Unies au Kosovo, qui est une mission paradoxale, puisque la MINUC a adopté la résolution 1244, la résolution 1244 de l'ONU, qui est votée en juin 1999, précise que le Kosovo est une partie intégrante et inaliénable de la République fédérale de Yougoslavie, dont la République de Serbie est l'héritière légale et légitime aujourd'hui. Et malgré ça, l'ONU met en place une administration, dans ce contexte un peu particulier, met en place une administration provisoire au Kosovo, qui est confiée à Bernard Kouchner. Et donc Bernard Kouchner, c'est pas exactement la même position. Bernard Kouchner est un peu le gouverneur du Kosovo, l'autorité de tutelle de ce gouvernement local, qui est confié à l'UCK, en vertu de quel principe démocratique ou autre, je ne sais pas, mais c'est la réalité des choses. Et Bernard Kouchner, ce qui est certain, c'est que Bernard Kouchner, d'emblée, est averti, par exemple, de ce trafic d'organes, et le nie. Le nie au point d'éclater de rire, de manière, je trouve, parfaitement malsaine et malhonnête, et parfaitement malsaine. Il y a des vidéos qu'on retrouve évidemment facilement sur YouTube, où il est interrogé par un journaliste qui est en fait je me souviens, Budimir Nikic, qui est à ce moment-là le patron du centre de presse de Pristina. Et quand il lui pose la question, il lui éclate de rire au nez, mais d'un rire qui sonne faux, d'un rire jaune qui sonne faux, jaune sans rapport avec les maisons jaunes où se passent les horaires en question en Albanie, mais le journaliste lui pose cette question, mais la maison jaune, ça vous dit rien? Et l'autre éclate de rire en disant, mais c'est n'importe quoi, c'est scandaleux.
Et en fait, tout est réel et tout est exact. I kakav je vaš stav o takozvanoj žutoj kući? La vente des organes. Mais vous êtes malade, non? Et tout va ressortir si ce tribunal ne travaille pas à huis clos et n'est pas éteint sous les pressions politiques. Toute cette procédure va sortir maintenant. Tout ce dossier va sortir. Et il n'est pas possible que M. Kouchner ne soit pas touché par ce dossier. C'est évident. Ma conviction profonde. Arnaud Danjean, lui, est au courant de tous les faits et gestes d'Hachim Tachi depuis les années de guérilla. C'est un secret pour personne maintenant. Moi, quand je commandais le groupement des forces spéciales au Kosovo en 1999, il y avait en face de moi des agents de la DGSE dans les rangs du CK. Bon. Chercher la cohérence de la politique étrangère française, on peut se poser pas mal de questions depuis pas mal d'années sur les choix qui sont faits, qui sont à mon avis totalement incohérents et irresponsables. Voilà. Donc c'est les vraies questions de fond. Bien sûr que ces gens-là ne peuvent pas ignorer les crimes de guerre, les enlèvements, les meurtres, les tortures, les actes de barbarie qui ont accompagné la saga de l'UCK au Kosovo et qui l'ont accompagné bien au-delà de 2000. Parce que là, les faits jugés sont 99-2000, mais je vais dire, aujourd'hui c'est pareil. Regardais ces jours-ci, c'était l'anniversaire de la disparition d'un moine du monastère de Dechani en 2006. Dont on a retrouvé la tête tranchée dans un fossé et le corps un peu plus loin. Tout ça, ce sont des faits, si vous voulez. Et la liste est longue et sanglante et abominable. Et je pense que Hachim Tachi est un gangster, un voyou, mais c'est un vrai criminel, couvert de sang en fait. Voilà. Sous la protection des États-Unis d'Amérique, de l'administration Clinton, il faut le répéter. Et avec la complicité jusqu'à présent. On va voir si l'Union européenne se rachète avec cette instruction qu'elle a diligentée, qu'elle a encouragée et qu'elle a délocalisée à La Haye. On va voir si elle se rachète, mais il faut bien reconnaître que l'Union européenne a failli au Kosovo. C'est pour ça le titre de mon livre, L'Europe est morte après China, c'est pour ça. C'est pour dire que l'Union européenne n'a aucun avenir. L'Européenne est morte. L'Union européenne a vraiment failli. Voilà. Donc ce que je peux dire de ces deux personnages qui sont effectivement des personnages qui posent problème. Et moi je pense que Bernard Kouchner a renié tous ses idéaux de jeunesse. Arnaud Danjean, je ne le connais pas mieux en détail, mais ce sont des gens, je pense, qui ne doivent pas bien dormir la nuit. Voilà, je pense. Alors moi, je pense que d'abord, il y a un parallèle, bien sûr, entre les deux personnages et entre les deux histoires, même si ça paraît incongru au premier abord, parce que les terrains n'ont évidemment rien à voir. On est d'un côté dans les Balkans, on est en Europe balkanique, en Europe centrale et de l'Est. De l'autre côté, on est en Afrique centrale, à des milliers de kilomètres de là. Mais vous retrouvez effectivement les mêmes acteurs étatiques, en particulier les États-Unis, qui jouent un rôle éminent dans les événements d'Afrique centrale depuis le début des années 90, je dirais, et qui joue un rôle aussi éminent dans les Balkans depuis le début des années 90, donc pratiquement simultané, à 2 ans près. 90-92, on peut discuter des démarrages du feu, si je puis dire. Mais voilà. Et vous retrouvez, bien sûr, l'administration Clinton, avec les mêmes personnages, Bill Clinton, son épouse, Madeleine Albright, qui est leur fidèle Sherpa. Et je l'écris d'ailleurs dans mon bouquin, je crois quelque part, où Madeleine Albright a 2 chouchous. Elle a mis au monde en fait deux petits monstres, Kagame en Afrique centrale et Tachi dans les Balkans. Alors ils ne sont pas au même niveau je dirais, de monstruosité en termes de morts, de nombre de morts. Mais en termes de cruauté, oui, bien sûr, ils sont au même niveau. Mais je dirais, Kagame, on peut lui imputer des millions de morts aujourd'hui, des millions de morts entre le Rwanda, le Burundi, la RDC, République démocratique du Congo,
où non seulement les Rwandais Hutus ont été pourchassés, décimés, etc., dans des conditions atroces, au vu et au su de tout le monde. Moi, je me souviens d'un colloque à Nice en 1996. J'étais à côté de Pierre Messmer, qui était quand même une autorité considérable, et auquel mon tour arrive de parler, de prendre la parole, et il me dit vous abordez un sujet brûlant. Et je dis oui, mais j'aborde un sujet réel, un sujet, c'est l'actualité. Il y a actuellement des gens qui se font décimer par centaines de milliers, on le savait, dans les forêts orientales du Zaïre, Congo démocratique aujourd'hui, par les sbires, les hordes de Kagame. Alors il y a un parallèle évident. Je dirais que les motivations, il y a des motivations stratégiques dans les deux cas. S'assurer un porte-avions au milieu de l'Afrique, c'est intéressant. S'assurer un porte-avions à mi-chemin sur des routes énergétiques importantes, ça n'est pas neutre non plus. Planter une aiguille dans le talon de l'Europe, c'est pas mal aussi. C'est la théorie d'Alexandre Delval, je pense qu'il a raison. Il y a beaucoup de similitudes dans les motivations. Mais évidemment, les enjeux sont colossaux en Afrique centrale, ils le sont moins, entre guillemets, dans les Balkans. Sauf que le Kosovo fait partie d'un puzzle et qui vise à encercler la Russie, vise à comment dirais-je, à monter un espèce de rempart, entre guillemets, face à la Russie. Sauf que ce n'est pas, comme l'a dit Poutine, la Russie qui va vers l'OTAN, c'est l'OTAN qui va vers la Russie. Et on en a des preuves tous les jours avec l'Ukraine, avec l'affaire du Kosovo, etc. Donc, bien sûr qu'il y a des parallèles entre ces deux personnages. Je pense que leur étoile, quand même, a pâli avec l'arrivée de l'administration Trump. Qu'il y a bien des difficultés par ailleurs, hein, on le sait. Il y a l'État profond qui résiste. Est-ce que Trump sera réélu? Très difficile. C'est très difficile à prévoir aujourd'hui, alors que tout le monde pensait que ce serait le cas il y a trois mois. Mais en tout cas, je pense que l'étoile de Kagame a pâli, comme celle de Tachi a pâli. Alors c'est pas la même chose, parce que Kagame est au pouvoir d'un État qui est un peu la Prusse de l'Afrique, qui a pillé les ressources de son voisin, le Zaïre, le Congo démocratique, des provinces du Kivu, du Chaba, du Kasaï, qui sont pillées en coupe réglée par le Rwanda, qui exporte tout ça par les groupes anglo-saxons. Quand vous savez que le Rwanda est le premier vendeur de coltan au monde et qui n'en produit pas un gramme, chercher l'erreur. Bon. Donc c'est intéressant de se souvenir de tout ça. Donc les conditions sont quand même pas tout à fait les mêmes entre le petit Tachi, même s'il est de grande taille, et le grand Kagame, dont je ne parle que de la taille. Voilà. Mais c'est certain que je pense que leur étoile a pâli, que Kagame a du souci à se faire, qu'il se fait lâcher d'ailleurs par tous ses fidèles historiques, les uns après les autres, et donc il les met en prison ou il les liquide, c'est sa manière à lui de régler le problème. Mais je ne parierais pas sur sa longévité. Tout ce type de régime, à un moment donné, explose ou implose. Et je pense que Kagame terminera mal. Voilà. Alors Tachi, il a une chance peut-être de terminer des jours heureux dans une prison avec la télévision et la bouffe assurée, si je puis dire. Mais Kagame, je ne suis pas sûr. Kagame, je pense qu'il risque de terminer très mal.